Mon sentiment sur cette histoire avec le recul, bah, j'ai l'impression déjà d'un espèce d'emballement médiatique. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont paniqué pour pas grand-chose parce qu'à la base c'était une blague dans une chronique un peu lambda où j'interrogeais des enfants sur Halloween. Enfin bref. Donc énorme panique, d'aucuns diraient panique morale. Et j'ai l'impression qu'on est un peu des symptômes de ce qui est en train de se passer à plus large échelle dans la société française en tout cas. Et un peu partout dans le monde, il faut le dire aussi, c'est l'alliance des libéraux, ce qu'on appelait anciennement les libéraux, qui portent mal leur nom aujourd'hui, ce que les historiens appellent l'extrême centre avec l'extrême droite. Dès que le pouvoir se sent menacé, ben, il défend ses intérêts et son rapport de domination. Donc il va s'allier. Et là, moi, si j'ai été viré, c'est parce que Pascal Praud a décidé de faire une histoire. Donc CNews a décidé de faire une histoire avec cette blague. Parce que ce qui se passe, c'est que je fais la blague, le lendemain, tout le monde s'en fout. Et dans la journée, le lendemain soir, donc le lundi soir, Pascal Praud en fait un sujet dans son émission. Et après, ça devient un sujet petit à petit national. Des députés vont se mettre dans l'affaire, jusqu'à Gérard Larcher, président du Sénat. Enfin, ça devient vraiment n'importe quoi. Tout le monde est obligé de se positionner, enfin, est sommé de se positionner par rapport à ça. Et voilà, donc beaucoup de panique et beaucoup aussi de dérives droitières, voire très droitières. Ouais, ouais, on avait décidé de monter une émission. Alors, on l'a appelée la dernière de manière facétieuse parce qu'on s'est dit, comme on se fait virer quand même pas mal. Pierre-Emmanuel, ça lui est arrivé aussi. Pierre-Emmanuel Barré s'est fait virer aussi de France Télé. Il est parti de France Inter avec fracas. Donc, on s'est dit, on va faire comme si chaque émission c'était la dernière. Ce qui nous permet de nous lâcher, parce que dans une dernière, tu te lâches. Et puis, on se dit que si c'est vrai, si un jour on se fait virer par moi, l'émission aura bien porté son nom. Donc, on a un peu anticipé la chose. Et on a monté ça durant l'été. Ça s'est concrétisé petit à petit pendant l'été. Moi, j'ai eu une proposition de Nova dès que je me suis fait virer, quoi. Donc, mi-juin, Nova m'a appelé. C'est Mathieu Pigas, le propriétaire de Nova, qui m'a appelé directement en disant moi, j'aimerais bien que tu viennes chez nous avec qui tu veux, faire ce que tu veux. Donc, j'ai dit ok, essayons de voir ce qu'on peut faire. Et puis, j'ai appelé les copains et les copines. Pierre-Emmanuel, ça faisait longtemps qu'on voulait rebosser ensemble. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et puis après, j'ai pris ceux qui avaient été plus de taf, donc Juliette Arnaud, Emeric, parce que je les aime beaucoup et je les trouve très fortiches dans ce qu'ils font. Et puis moi, ce que je voulais, c'était monter une émission qui ne soit pas une émission de promotion de films ou de livres, comme il y en a déjà beaucoup. Parce que moi, je ne saurais pas bien faire, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais je voulais une émission un peu de type éducation populaire, c'est-à-dire inviter à chaque fois quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Donc on a eu l'historien Johan Chapoutot pour la première dernière. On a eu Guylaine David, qui est une syndicaliste de l'éducation nationale, et puis là, on a eu Aurélien Bélanger, qui est un écrivain, qui a écrit qui a écrit sur le printemps républicain. Donc voilà, à chaque fois un invité qui nous éclaire un peu plus sur l'actu, et puis qui nous aide à avoir des clés pour comprendre la période. Et puis aussi à chaque fois un chroniqueur ou une chroniqueuse en plus, axé sur la science, la vulgarisation, ces choses-là, quoi. Voilà, je voulais donner des outils, j'allais dire aux gens, mais aussi à moi-même, puisque vraiment les gens que j'invite, c'est des gens, enfin nous on est assez admiratifs, à chaque fois on a plein de questions à leur poser, vraiment très premier degré. Et évidemment on se marre, puisque il y a beaucoup de potes qui font des blagues, et voilà, une espèce de mélange de tout ça. Ça me ressemble assez. C'est l'émission que j'aurais eu plaisir à écouter si je la présentais pas. C'est vraiment c'est l'émission idéale pour moi. Non, j'ai lâché les micro-trottoirs parce que ça faisait 10 ans que j'en faisais. Et je pense que j'avais quand même pas mal fait le tour. Enfin, disons que j'étais arrivé à un point où je savais que je pouvais les faire. Si on me demande un micro-trottoir pendant 2 heures, je sais que je peux le faire. Donc bon, il y avait moins de petits défis, il y avait moins d'intérêt pour moi. Je m'étais un peu lassé, quoi. Et donc là, je suis parti sur une autre chronique où je fais une chronique sur les paniques morales de l'époque, parce que ça m'amuse. Les fachos qui partent en toupie sur une femme voilée au bord d'une piscine ou un crop top dans une école ou ce genre de truc. Le prétendu lobby LGBT, ce genre de truc. Donc voilà. Donc je brasse un peu la presse audiovisuelle facho, qui est de plus en plus, le spectre est de plus en plus large. Donc j'ai de moins en moins de mal, malheureusement pour la société et heureusement pour moi, à trouver des extraits et je m'amuse à étudier sérieusement leurs arguments. Voilà, c'est le procès, c'est l'horreur absolue. Non, sur la tribune, alors elle est assez paradoxale cette tribune parce qu'en fait elle dit ouais les hommes, on aimerait bien moins vous entendre et c'est signé par des hommes, dont moi évidemment. Alors je me suis posé la question avant de la signer.
je me suis quand même dit que ça allait dans le bon sens et je me suis dit que ça interrogeait quelque chose qui était important pour moi, qui sont les rapports de domination. Et que le sujet, c'est les rapports de domination. Parce que ce qui est intéressant avec ce procès-là, c'est que le fait divers, il est tellement sordide qu'on comprend que c'est plus un fait divers. Que quand il y a 50 ou 80 personnes, c'est un sujet de société. C'est une violence systémique. Donc moi, ça m'intéressait d'étudier plutôt cette partie-là. Et c'est pour ça que la tribune me paraît quand même intéressante. C'est pour ça que je l'ai signée, malgré, oui, évidemment, le paradoxe que ça comporte. Mais je fais beaucoup le parallèle, moi, enfin, c'est pas moi qui le fais, mais entre le sexisme et le racisme. Parce que toutes les structures de domination, et le colonialisme, même toutes les structures de domination, elles se ressemblent. C'est des gens qui se situent, qui pensent se situer au-dessus des autres. Ça m'a toujours questionné, parce que moi, je suis assez étranger à tout ça. Je me suis jamais situé en dessous ou au-dessus de quelqu'un. Donc ça questionne tout ça. Et ce qui est bien avec ce procès, c'est que ce qui serait bien, c'est si on arrivait à passer outre le fait divers sordide et horrible pour questionner vraiment les rapports de domination dans la société. Alors la scène, c'est pas mal parce que tu as la liberté totale d'improviser, tu peux prendre 1h30 ou 1h40 ou 1h45. La radio, c'est évidemment plus contraint dans le temps. Les deux sont, je sais pas si c'est complémentaire, mais les deux me plaisent beaucoup, moi. En fait, c'est deux choses différentes. C'est compliqué de faire le parallèle ou la comparaison entre les deux. C'est vraiment deux choses différentes, même si dans les deux, j'essaye de faire de l'humour et la blagounette. Je pense qu'il y a plus de liberté sur scène, malgré tout. Le truc de la radio, c'est que maintenant, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc, comme on vient d'en parler, souvent les blagues ou les chroniques sont extraites d'une émission. Moi, ce qui m'est arrivé sur Netanyahou, ou même la blague dont tu viens de parler, Pierre-Emmanuel, elle est extraite d'un truc. Donc, forcément, que si tu gardes que 20 secondes, eh ben, tu vas pas piger le contexte, dans quel contexte c'est dit, etc. La scène, c'est des gens qui viennent te voir, ils savent, ils ont payé un billet. Et normalement, ils sont obligés de rester du début à la fin, donc, donc ils comprennent le contexte humoristique. J'ai appris ça pour une journaliste du Monde qui m'a dit le bouquin que tu devais sortir va finalement pas sortir, il est même pas imprimé. Alors j'étais censé faire ce qu'on appelle le service de presse, c'est-à-dire signer et envoyer aux journalistes ou aux amis 2 jours après. Et je me suis questionné sur la chose. Et puis après, oui, ils ont prétexté la peur d'avoir un procès. Alors ce qui est paradoxal, parce qu'à l'époque, bon, c'est compliqué, hein, parce que c'est vraiment le monde de l'édition. À l'époque, Editis appartenait à Bolloré, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce qu'il a vendu. Et ça, enfin, moi je disais, mais Bolloré, il va pas faire un procès contre lui-même, parce qu'on sort un bouquin chez lui, si on fait une blague sur lui, enfin, ça paraissait vraiment, tout était bizarre. Et après, j'ai appris par le petit milieu parisien, les connaissances, que en fait, Bolloré est connu un peu pour ça. Et même à Canal, il était connu pour retoucher les scénarios des séries, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais donc voilà. Et comme ils ont, pour moi, en ce qui me concerne, je considère casser un contrat d'édition. On les a attaqués en justice, puis après c'est très long la justice. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'humour et engagement font beau ménage? En vrai, j'en sais rien. Je sais pas, mais je crois que tous les humoristes ils font un peu avec ce qui les traverse, quoi, avec leurs obsessions du moment ou oui, leurs obsessions du moment, même leurs obsessions tout court. Donc moi, j'ai toujours été intéressé je sais pas comment les êtres humains vivent entre eux ou arrivent pas bien à vivre entre eux ou se percutent, se télescopent, font des étincelles. Ça m'a toujours amusé et comme je le disais tout à l'heure, les rapports de domination, ça me questionne aussi pas mal. Donc je fais de l'humour avec ça. Mais chaque humoriste fait de l'humour avec je pense qu'il me touche. Même je ne veux pas dire artiste, mais chaque personne qui a une pratique artistique fait ça aussi. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Je sais pas si tu vas faire une peinture, même si c'est pas ton métier, bah, tu vas faire un truc qui te touche, tu as envie de t'exprimer sur quelque chose. Donc c'est pareil. J'ai pas l'impression d'être engagé, moi, par exemple. Je me dis pas, je fais de l'humour engagé. Je me dis, je fais de l'humour, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Ben, c'est les sujets dont je parle dans mes chroniques ou dans mes spectacles. Ouais, les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu. Bah, alors, faut quand même s'en méfier. Paradoxalement, je poste pas mal de trucs, mais je suis pas souvent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vais jamais lire les commentaires. J'ai plus mes mentions sur X, Twitter. Donc, je traîne pas énormément sur les réseaux sociaux. Je regarde jamais ce qu'on dit de moi ou les polémiques qui peuvent naître. C'est pour ça que des fois, je les prends un peu en retard. C'est pour ça que les gens ont pensé que la polémique sur Netanyahou et compagnie, je l'avais très très mal vécue. Mais pas tant, parce que je suis pas à regarder ce qu'on dit sur moi en permanence. Moi, je fais des trucs, après les gens ils commentent, ils sont plus ou moins honnêtes intellectuellement, ils en font quelque chose. Ça m'appartient plus. Une fois que je l'ai dit, ça m'appartient plus. Je dis pas que je fais pas des maladresses ou des erreurs et qu'il faut pas les corriger, mais voilà, c'est pas sur les réseaux sociaux que je vais
m'informer sur moi-même, on va dire. Donc je l'utilise comme un moyen de liberté d'expression pour ce qu'il vaut, parce que X par exemple c'est repris par Elon Musk, donc on commence à connaître comment marche l'algorithme qui favorise tel ou tel contenu. Bon. Rien n'est parfait, mais il y a des débats, hein. Il y avait des débats sur est-ce qu'il faut se barrer de X, est-ce qu'il faut aller sur Mastodon ou Thread. Mais bon, c'est Facebook, enfin, c'est Meta, donc voilà. Il n'y a rien qui est vraiment neutre, évidemment. Mais bon, voilà, une question de... Il y a la possibilité de le faire, je trouve que, ouais, moi je me dis, bah, allez, je vais le faire. Peut-être un jour je me barrerai parce que j'en ai marre. La faille de ça, ça s'appelle la 5e République. Donc, on est dans un système démocratique qui dysfonctionne complètement, donc tant qu'on ne sortira pas de là, on aura ce genre de configuration. Malheureusement, les mêmes causes entraînant toujours les mêmes effets. C'est un système politique qui a été fait pour un seul homme à une époque de l'histoire de France qui était quand même très très particulière, qui a peut-être possiblement fonctionné, en tout cas permis à la France de sortir d'une autre situation de blocage. Donc je pense que c'était efficace sur le moment, mais là c'est un système démocratique qui est plus du tout efficace. À partir du moment où tu as un banquier d'affaires qui est élu pour gérer l'intérêt général, on devrait quand même se questionner sur la qualité de ce qu'on nous propose comme structure démocratique. Alors le paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe, c'est que le problème c'est que pour en changer, ben, soit il faut une révolution, et là c'est compliqué parce que ça fait des morts, du sang et des larmes, et on ne sait pas bien qui va gagner, et on ne sait pas bien ce qui vient après. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus, ou alors il faut passer par ce système-là pour le réformer. Et ça c'est très très long, c'est beaucoup de débats, c'est beaucoup de tweets, c'est beaucoup d'émissions de télé, c'est beaucoup de convictions, d'engagement militant, donc c'est beaucoup d'énergie. Je sors une BD avec une dessinatrice que j'adore qui s'appelle Sandrine Deloffre, et qui a été connue notamment pour les cartes de désaveu. Tapez sur internet cartes de désaveu Sandrine Deloffre. Et on a écrit une BD qui s'appelle La révolte sans précédent. C'est des animaux qui font de l'écoterrorisme, qui se réunissent dans une clairière un peu enclandée et qui montent des raids contre les humains. Et voilà, on a beaucoup rigolé en l'écrivant. On s'est même dit que si personne l'achetait, on s'en foutait parce que nous, on avait déjà trop rigolé. Mais achetez-la quand même, ça fera plaisir aux éditeurs, aux éditrices. Elle sort le 11 octobre. Bien joué. Ok, cool. Bah, trop bien, merci les amis.